Alors chez l'homme, dès la puberté, la production de spermatozoïdes est continue et ce pendant toute la vie. Eh bien, on va voir dans cette nouvelle vidéo quels sont les processus de régulation qui permettent une production continue de spermatozoïdes et ainsi d'assurer la fonction de reproduction chez l'homme. Petit rappel concernant la localisation de la production de ces spermatozoïdes, donc ils sont produits dans le testicule et plus particulièrement au niveau donc des tubes séminifères. Donc au niveau des tubes séminifères, il y a donc une production continue de spermatozoïdes dès la puberté. On voit très bien ici donc une portion de coupe séminifère sur ce schéma et des cellules ici qui se différencient pour donner des spermatozoïdes. Entre les tubes séminifères, il y a une deuxième population de cellules qu'on appelle des cellules interstitielles, et parmi ces cellules interstitielles, il y a des cellules qu'on appelle de Leydig, et on verra que ces cellules de Leydig ont pour rôle principal de produire de manière continue une hormone qu'on appelle la testostérone. Alors cette production de spermatozoïdes, on l'a dit juste au-dessus, se fait à partir de cellules mères, donc de ces gamètes, de la partie externe du tube séminifère vers la partie la plus interne, hein, où ils seront ensuite libérés dans la lumière du tube séminifère. Cette production de spermatozoïdes est contrôlée et soutenue par des cellules qu'on appelle des cellules de Sertoli. Et ces cellules de Sertoli, par leur rôle de soutien et de nutrition, vont être indispensables aux bonnes étapes de la spermatogénèse, c'est-à-dire à la différenciation des cellules mères des gamètes en spermatozoïdes fonctionnels. Ces spermatozoïdes se retrouvent dans un éjaculat qui est en moyenne de 3 à 4 millilitres. Il faut compter qu'il y a à peu près 50 à 100 millions de spermatozoïdes par millilitre et que les spermatozoïdes représentent un dixième du volume de l'éjaculat, le reste étant constitué des sécrétions des glandes annexes comme la prostate et la sécrétion de la prostate et la sécrétion des vésicules séminales. Alors si on regarde la structure du spermatozoïde, et plus particulièrement son organisation, on constate qu'un spermatozoïde, ici un spermatozoïde humain mais c'est valable pour n'importe quel autre spermatozoïde chez les mammifères, est constitué de trois parties. Une tête qui contient l'information génétique, vous verrez en terminale. À l'avant de la tête, il y a donc un genre de petit sac, si vous voulez, d'enzymes qu'on appelle l'acrosome, qui va être nécessaire donc à la pénétration dans le gamète femelle. Une pièce intermédiaire qui est un petit peu donc effectivement la centrale énergétique, qui va amener l'énergie nécessaire au déplacement du spermatozoïde. Et une troisième partie, la plus longue, qui est le flagelle, qui permet, à la manière d'une rame, aux spermatozoïdes d'avancer. Bon, c'est pas très rapide, c'est de l'ordre de 3 à 4 mm par minute, sans une petite aide. Alors la durée de vie d'un spermatozoïde, elle est de 6 à 7 heures dans le vagin, et par contre, dans les trompes ou l'utérus, c'est un peu plus long, de 3 à 5 jours, et il y a quelques records à 7 jours. Ça aura toute son importance quand on parlera de la maîtrise de la procréation. Alors le testicule sécrète une hormone qu'on appelle la testostérone. Cette hormone, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente quand on a parlé de la différenciation des voies génitales masculines. Alors cette testostérone, qui est produite en grande quantité à la puberté, eh bien, est produite par les cellules interstitielles qui sont les cellules de Leydig. Et ces cellules de Leydig vont libérer la testostérone, qui est une hormone, donc qui va pouvoir agir à distance sur des cellules qu'on va qualifier de cellules cibles, via un système de communication que sont les capillaires sanguins, enfin le système sanguin en général. Mais ici dans les cellules, donc dans le tissu interstitiel, la testostérone sécrétée est prise en charge par les capillaires sanguins et distribuée dans l'ensemble de l'organisme. Alors si on analyse au cours du temps la sécrétion de testostérone, eh bien, on constate que le taux de testostérone dans l'organisme est relativement constant. Il y a
une sécrétion continue autour d'une moyenne. On remarque une petite pulsatilité, c'est-à-dire avec des maxima et des minima, mais globalement on tourne ici dans cet exemple autour de 5 nanogrammes par millilitre. Alors il faut savoir que cette hormone, la testostérone, doit être constamment sécrétée puisque elle est aussi constamment détruite par les cellules du foie et les cellules cibles. Alors quels sont les rôles de la testostérone ? Une des cellules cibles de la testostérone sont les cellules de Sertoli de la paroi des tubes séminifères. Il existe au sein des cellules de Sertoli des récepteurs spécifiques à cette hormone, la testostérone. Et en s'y fixant, eh bien, la testostérone va stimuler l'activité des cellules de Sertoli et par là même entretenir et favoriser la spermatogénèse. La testostérone à d'autres cellules cibles dans l'organisme et ces autres cellules cibles vont permettre par exemple l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté et leur maintien pendant toute la vie adulte. Alors comment la sécrétion de testostérone est-elle contrôlée et comment la spermatogénèse est-elle contrôlée, c'est-à-dire est-elle réalisée de manière continue ? Alors le testicule, sans la présence d'autres organes, ne pourrait pas travailler, la production de spermatozoïdes ne pourrait pas se faire. Et justement, donc, il y a un organe qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire qui travaille de concert avec le testicule. Alors ce complexe ou cet axe hypothalamo-hypophysaire est une petite partie que l'on trouve ici sous le cerveau. Alors regardons d'un peu plus près de quoi est composé ce complexe hypothalamo-hypophysaire, ça peut un peu faire peur, les mots dits comme ça. Alors il y a deux parties, il y a l'hypothalamus qui est une partie purement nerveuse, donc c'est une partie du cerveau composée de cellules nerveuses ou neurones, et ces neurones sont en communication via un réseau capillaire avec la deuxième partie de cet organe entre guillemets qu'on va appeler l'hypophyse, qui est elle-même richement vascularisée. Alors l'hypothalamus et l'hypophyse travaillent de concert et notamment les neurones de l'hypothalamus vont sécréter une hormone dans les capillaires sanguins qui partiront ensuite, qui se dirigeront, dont le flux se dirigera vers l'hypophyse. Alors, cette hormone fabriquée par donc les neurones de l'hypothalamus est ce qu'on appelle une gonadolibérine. Vous ne retenez que le nom de GnRH. Et comme s'il s'agit d'une hormone sécrétée par une cellule nerveuse, par un neurone, on va parler de neurohormone. Alors, quelle est l'action de la GnRH une fois qu'elle est sécrétée donc dans le réseau de capillaires et entraînée vers l'hypophyse? Elle y trouve des cellules cibles qui sont les cellules de l'hypophyse antérieure et en réponse à cette GnRH, les cellules de l'hypophyse antérieure vont sécréter deux hormones, la FSH et la LH. Donc sécrétées, c'est-à-dire dans les capillaires sanguins, et entraînées dans tout l'organisme. Alors, LH et FSH sont appelés des gonadostimulines ou gonadolibérines. La LH va avoir comme cellule cible, on les retrouve, nos cellules de Leydig. Et en s'y fixant, la LH va favoriser la sécrétion de testostérone. Quant à la FSH, elle va trouver comme cellule cible les cellules de Sertoli, et comme le faisait la testostérone, la FSH va stimuler l'activité, le métabolisme de ces cellules de Sertoli, et ainsi favoriser la production et la nutrition des spermatozoïdes. Alors on comprend qu'il y a un contrôle par cet axe hypothalamo-hypophysaire sur la sécrétion de testostérone et la production de spermatozoïdes, mais on ne comprend toujours pas pour l'instant pourquoi la concentration de testostérone est relativement constante dans l'organisme et pourquoi la production de spermatozoïdes est elle-même aussi constante.
Alors quand on fait une analyse des récepteurs que possèdent les cellules de l'hypothalamus et de l'hypophyse, on constate qu'ils possèdent également des récepteurs à la testostérone, ce qui veut dire que la testostérone va avoir une influence sur l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire que globalement, eh bien, il y avait un ordre qui descendait de l'axe hypothalamo-hypophysaire vers le testicule, mais en retour, le testicule, lui aussi, va donner certains ordres à l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, justement, quel est le principe de cet ordre? C'est que bien, la testostérone, en se fixant sur les neurones hypothalamiques et les cellules de l'hypophyse, eh bien, va diminuer la sécrétion de ces cellules. Diminuer la sécrétion de GnRH pour l'hypothalamus, et donc diminuer la sécrétion de FSH et LH au niveau de l'hypophyse. C'est ce qu'on va appeler un contrôle en retour, un rétrocontrôle, et il est ici, puisqu'il est modérateur, on va le qualifier de rétrocontrôle négatif. Alors, essayons de globaliser donc sur ce schéma ce qui se passe au niveau donc de la régulation de la fonction de reproduction mâle. Alors l'hypothalamus sécrète une neurohormone, la GnRH. Les cellules cibles sont l'hypophyse, il sécrète la LH, la FSH. La LH stimule l'activité des cellules interstitielles nécessaires donc à la production de testostérone, et la FSH va stimuler l'activité des cellules de Sertoli et donc favoriser la spermatogénèse. La testostérone, qui est sécrétée par les cellules interstitielles de Leydig, stimule elle aussi de son côté donc les cellules de Sertoli des tubes séminifères, ce qui va donc favoriser donc la spermatogénèse. La testostérone produite va provoquer l'apparition ou le maintien des caractères sexuels secondaires, et au niveau des tubes séminifères, la spermatogénèse va permettre la production de spermatozoïdes. La testostérone, produite ainsi donc stimulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire, voit sa concentration légèrement augmentée, et donc elle va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. La sécrétion de GnRH va baisser un tout petit peu, provoquant une diminution de la sécrétion de LH et de FSH, et ainsi les cellules de Leydig, moins stimulées par la LH, vont voir leur sécrétion de testostérone diminuer. C'est ce qu'on voit par exemple ici, une petite baisse d'activité de sécrétion sur ce graphique. La sécrétion diminuant, le rétrocontrôle négatif l'est un peu moins, et la GnRH remonte, faisant ainsi remonter la LH, la FSH, etc. Et le taux de testostérone remonte. Et ainsi, si on fait tourner donc ce cycle, eh bien, on se maintient toujours autour d'une moyenne. Donc l'existence de ce rétrocontrôle négatif permet de maintenir une sécrétion de testostérone stable autour d'une moyenne. Et ainsi, avec une production de testostérone continue, on a une sécrétion de spermatozoïdes une production de spermatozoïdes qui va être continue durant toute la vie de l'individu.